notre auteur, je comprends très bien. Voilà, donc merci à eux. Donc je remercie le docteur Valérie Wolf, neurologue, chef de service de l'unité neurovasculaire au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et le docteur Frédéric Willem, médecin vasculaire, arrivé récemment au groupe hospitalier Silesia Auvergne, et qui est arrivé apparemment dans le cadre du développement régional du parcours vasculaire, dont il va nous parler. Voilà, parce que je me suis même posé la question de pourquoi et qu'est-ce que c'était que ce programme. Alors juste une petite chose, je ne suis pas du tout du domaine médical, hein, je me permets de le dire. Voilà, j'ai l'habitude de prendre la parole, mais par contre le sujet m'intéresse tout particulièrement, puisque moi aussi j'ai été victime d'un AVC à l'âge de 38 ans, alors jeune, pas jeune, mais en tout cas, c'est quelque chose qui marque. Et donc voilà, c'est aussi pour ça, et ceci expliquant pourquoi je suis là devant vous. Alors ça va se passer comment? Ça va se passer de manière assez simple, en tout cas pour cette première table ronde. Je vais laisser la parole d'abord au professeur Wolf et ensuite au docteur Willem pour qu'ils nous mettent en avant, qu'ils nous expliquent leur point de vue sur cette thématique-là. Et ensuite, donc environ 15 minutes, 10-15 minutes par intervenant. Et ensuite, bien évidemment, on ouvrira les questions au public. Donc n'hésitez pas, si vous avez après coup la moindre question ou même la moindre remarque, voilà, les intervenants seront là pour y répondre. Je passe le micro à Madame Wolf. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à tous d'être là. Alors, déjà en préambule, vous n'allez rien voir. Donc, il va falloir que je fasse des claquettes ou un spectacle, donc je ne sais pas, désolée, on ne peut pas fermer les volets. Donc, il va falloir me croire sur parole quand je vais vous dire regardez bien sur cette diapositive, puisqu'il est probable que vous ne voyez pas ce qui va se passer. Voilà. Donc, moi, ma passion, c'est l'AVC depuis très très longtemps, et en particulier l'AVC du sujet jeune. Donc, ça tombe bien qu'on me sollicite aujourd'hui pour parler de cette thématique. Et vous allez voir qu'il y a de grandes différences quand même entre l'AVC du sujet jeune. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'être jeune? Alors, quand j'ai commencé au départ, je considérais que l'AVC du jeune, c'était moins de 40 ans. Puis après, j'ai un peu décalé, moins de 45. Moins de 50, et là j'ai bien envie de dire que c'est moins de 55, et peut-être que dans les années à venir, je mettrai la barre un peu plus haut. En tout cas, selon la littérature, être jeune, lorsqu'on fait un AVC, eh bien, selon les auteurs, ça peut être moins de 40, moins de 45, moins de 60, et on peut repousser les limites. En tout cas, on prendra finalement comme limite 55 ans, pas du fait de mon âge, puisque vous avez bien vu que j'avais 32 ans, mais en tout cas parce que dans la littérature, la majorité des papiers prennent en compte des patients de moins de 55 ans qui sont comparés à des patients qui ont plus de 55 ans. Vous allez voir qu'il y a des différences entre les deux. Et au départ, ce qui me paraît important, c'est de parler, quel que soit l'âge, de la reconnaissance des signes et symptômes d'AVC. Ça, c'est extrêmement important, et ça, on doit tous le savoir, vous y compris. Et surtout, la conduite à tenir qui consiste à composer le 15. Pourquoi faut-il composer le 15? Parce que lorsqu'on fait un AVC, chaque minute compte. Il existe des traitements, notamment pour l'ischémie cérébrale, d'autant plus efficaces que le traitement est donné tôt. Et cela indépendamment de l'âge. Okay. Donc, les signes et symptômes à connaître, est-ce que vous pouvez peut-être me dire si vous les connaissez? Allez-y. Ah, vous voyez très bien. Non, mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont un peu moins visibles, mais vous pouvez vous citer, ils ne sont pas tous cités ici. Maux de tête, est-ce que c'est un signe d'AVC selon vous? Violent. Alors, il faut vraiment discriminer l'AVC de l'hémorragie ménagée. L'hémorragie ménagée, c'est un petit peu à part. C'est quand il y a une rupture d'AVC, cela, ça peut faire des maux très très violents, oui, effectivement. L'AVC, généralement, ne fait pas mal. Il peut avoir des maux de tête dans un tiers des cas. Mais ce n'est pas un signe, si vous voulez, d'AVC. L'AVC, c'est un signe focal en lien avec une structure cérébrale. Alors, donnez-moi un autre signe. Problème d'élocution, tout à fait, l'aphasie par exemple. Là, brutalement, si on présente des troubles d'élocution, ça peut être un AVC. Un autre signe? Paralysie d'amande, tout à fait. Autre chose qui vous évoque la de toute façon, on y pense bien, l'hémiplégie, on y pense tout de suite. Après, le cerveau ne sert pas qu'à parler, voir ou bouger. Il fait ce que l'on est tous, notre caractère, notre comportement. Donc, une modification très brutale d'un comportement peut être évocateur d'AVC. Alors, on a tous le droit de changer d'avis. Dans la journée, c'est pas pour autant que c'est un AVC. Mais si ça devient vraiment très inhabituel, les personnes mieux que vous ou votre conjoint ne vous connaissent.
Et ça, c'est très important. Quand vous appelez bien, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte la version de la plante. Et ça, c'est très très important. Alors, si on en vient aux particularités de l'AVC du sujet jeune, ça représente seulement, heureusement, 10% de la totalité des AVC. D'accord, par rapport à la globalité. Là, ici, je vous ai mis une référence d'une bande dessinée, un livre qui s'appelle Mon petit AVC, écrit par une personne qui a fait un AVC. C'est très intéressant, c'est très instructif. Elle fait état finalement de ce qu'elle a vécu avec une hémiplégie, une aphasie. Et elle raconte à travers cette bande dessinée un petit peu tout ce qu'elle a pu rencontrer. Et je pense que c'est vraiment très intéressant, qu'on soit médecin ou non. Alors il faut savoir que souvent, chez le sujet jeune, on n'y croit pas trop. C'est-à-dire que le sujet qui fait un AVC, on se dit non mais c'est pas possible, à 20 ans c'est pas possible. Et nous, dans le service, pas plus tard que cette semaine, on a eu un jeune de 23 ans. D'accord ? Donc c'est vrai que souvent c'est une pathologie du sujet âgé. Dans 3/4 des cas, des patients plus de 65 ans. Mais effectivement, ils peuvent être plus jeunes. Et donc c'est pour ça que bien souvent le diagnostic est erroné parce qu'on ne prend pas forcément en compte les signes comme étant ceux en lien avec un AVC. Dans une cohorte importante de patients, on a pu noter que les symptômes normalement qui sont décrits comme étant d'apparition brutale, eh bien, pouvaient être plus progressifs finalement chez le sujet jeune. Ils peuvent être fluctuants et parfois être le lieu de symptômes dits atypiques. Alors là, ce tableau, c'est un peu un tableau indigeste, mais qui est récapitulatif pour montrer la différence entre les AVC chez le jeune et chez les AVC chez les sujets moins jeunes. Ben, vous voyez que c'est beaucoup moins fréquent. Je vous ai dit, c'est 10% des AVC, de la totalité. D'accord ? Les causes sont elles-mêmes également différentes. Chez le sujet plus âgé, c'est l'athérome, vieillissement prématuré des artères. C'est les cardiopathies, donc la fibrillation atriale, l'arythmie cardiaque. D'accord ? C'est les maladies des petites artères, et dans un quart des cas, on peut ne pas retrouver de cause. Chez le sujet plus jeune, et mon collègue en parlera tout à l'heure, la première cause d'AVC, c'est la dissection d'une artère cervicale, c'est-à-dire un hématome dans la paroi d'une artère qui va vers le cerveau. Ça peut aussi être une atteinte cardiaque, c'est rare, mais ça peut arriver d'avoir une pathologie cardiaque lorsqu'on est jeune. Et dans 60% des cas, chez le sujet jeune, on peut ne pas retrouver de cause. C'est embêtant parce qu'on aime bien savoir contre quoi on se bat. Ça veut quand même dire que dans les années à venir, il y aura certainement des découvertes plus importantes qui nous permettront de dire qu'il y a des nouvelles causes. Mais aujourd'hui, parfois, on peut ne pas retrouver de cause chez le sujet jeune. La particularité, et j'insisterai particulièrement là-dessus, des facteurs de risque chez le sujet jeune par rapport au sujet plus âgé, c'est que le sujet jeune a des facteurs de risque liés au mode de vie, et notamment le tabac, notamment l'alcool, et notamment la consommation de drogue, et en particulier, je vais vous parler du cannabis, qui a tendance à être très banalisé, et qui est vraiment un sujet de recherche qui m'intéresse, et j'ai pu démontrer le lien entre cette consommation du cannabis et la survenue d'AVC chez le sujet jeune. Je vais vous en parler juste après, voire même tout de suite. On sait qu'il y a une augmentation d'incidence de la consommation des drogues dans les dernières années, chez le sujet jeune en tout cas, qui fait un AVC. Cette augmentation est de 25% dans les 20 dernières années. On va regarder ça. Et que cette augmentation de ces AVC pourrait être liée à cette consommation de tabac, d'alcool et de drogues illicites, dont le cannabis. Alors là, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune de 21 ans. C'était un homme que j'avais pris en charge en 2005 dans le service pour un AVC. Il avait fait un grand vertige. Et on avait vu ici sur l'IRM qu'il y avait un AVC au niveau du cerveau, la zone qui nous permet d'avoir l'équilibre. On a recherché toutes les causes possibles et imaginables, on n'a rien retrouvé sauf une chose. Là, je ne sais pas, j'espère que vous allez voir. Ça, c'est les artères à destinée cérébrale. Normalement, les parois d'une artère sont parallèles. D'accord ? Et là, vous voyez ici, l'artère basilaire, elle se rétrécit. Ici, elle se rétrécit. Ici, là aussi. Alors, vous ne voyez pas très bien, malheureusement, parce que les fenêtres sont très lumineuses. Mais vous pouvez le voir sur parole. Les artères sont rétrécies. Chez ce patient, il consommait du cannabis au moment de l'AVC. Un an auparavant, il avait fait une IRM à titre systématique
parce que sa maman avait une rupture d'anévrisme. Donc on avait recherché dans toute la famille s'il y avait des anévrismes. Il ne consommait pas de cannabis. Et là, ses artères étaient parfaitement normales. Il consomme du cannabis, les artères sont irrégulières. Il arrête de consommer, puisqu'après l'AVC, on lui dit non, vous arrêtez toute consommation. Et les artères se normalisent. Donc si vous voulez, on a pu montrer que chez les patients consommateurs de cannabis, c'est la résine de cannabis, on pouvait effectivement voir des patients qui présentaient un infarctus cérébral et on l'a confirmé sur une étude de plus grande envergure. Alors le cannabis, vous le savez sans doute, c'est la drogue illicite la plus consommée au monde. On a tendance à parler beaucoup de légalisation, beaucoup de banalisation, beaucoup de dire que finalement tout le monde peut en prendre, ça ne pose aucun problème, ça détend. Ça ne fait pas que détendre. Et malheureusement, il peut y avoir des conséquences très délétères. Cependant, je vous dis qu'il y a un lien, mais dans la littérature, il n'y a que 100 cas décrits. Pourquoi? Parce que quand on vient avec un AVC, on ne va pas tout de suite dire « je consomme du cannabis » puisque c'est illégal, d'accord? Donc personne n'aura de problème à dire « je fume du tabac », personne n'aura de problème à dire « je mange de la choucroute tous les jours », personne n'aura de problème à dire « je bois un verre de bière de temps en temps », mais le cannabis, si vous ne posez pas spécifiquement la question, le patient ne va pas vous le dire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. On a quand même un temporel entre cette consommation et la survenue de l'AVC, c'est-à-dire que le patient dit bien je fumais, et puis juste après, j'ai fait une hémiplégie, j'ai fait une aphasie. D'accord? Donc on a une étude en cours dont on attend les résultats. On a inclus 400 patients qui avaient fait un AVC âgé de moins de 45 ans et on a dosé le cannabis dans les urines. Donc c'est sur plusieurs centres. Il y a Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Dijon, Besançon, Nancy. Et on est en train d'analyser les données pour voir si ce que j'ai pu démontrer sur un patient se confirme sur plusieurs centres. Alors est-ce que finalement, les sujets jeunes ont accès à la thrombolyse intraveineuse au même titre que les sujets plus âgés? Est-ce que ça vous parle, la thrombolyse intraveineuse? C'est le traitement qu'on va proposer aux patients qui font un infarctus cérébral, c'est l'équivalent d'un gros desktop. C'est-à-dire que le vaisseau est bouché, on veut le déboucher. D'accord? Par contre, ce traitement-là, on peut le donner que si on est dans les 4h30 après le début des symptômes. Après, on est après la bataille. Et je vous ai dit, finalement, chez les sujets jeunes, on doute quand ils présentent un symptôme, est-ce que c'est un AVC ou non? Et donc, les délais sont plus longs. Est-ce qu'ils ont accès à ce traitement? Ben oui, ils ont accès, plus souvent même que le sujet âgé. Mais comme on doute du diagnostic, les délais d'acheminement sont souvent plus longs parce qu'on se dit « Oh, est-ce que c'est vraiment un AVC? Est-ce que c'est pas une migraine? Est-ce que c'est pas une simulation? Est-ce que c'est pas autre chose ?» Donc ils ont eu accès au traitement, mais les délais sont beaucoup plus longs d'administration de ce traitement. Qu'en est-il de la thrombectomie? La thrombectomie mécanique, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que vous faites quand votre lavabo est bouché à la maison? En pratique, en première intention, qu'est-ce que vous faites? Le desktop, d'accord? Donc c'est la thrombolyse. Mais parfois ça ne suffit pas. Vous savez que le desktop ne suffit pas. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, un objet, très bien. Donc vous prenez le furet, d'accord? Et donc on va prendre le furet pour aller finalement ramoner le siphon pour permettre de déboucher le bouchon qui était finalement dans votre siphon. Mais la thrombectomie mécanique, c'est un peu ça, mais c'est un tout petit peu plus subtil. C'est-à-dire qu'on a des radiologues très très spécialisés qui vont mettre un cathéter dans l'artère fémorale, ils vont monter le cathéter jusque l'artère dans le cerveau, ils vont aller chercher le caillot, ils vont l'aspirer et ils vont ressortir le cathéter. Ça, c'est la thrombectomie. D'accord? Alors, est-ce que les sujets jeunes ont accès à ce traitement? Oui, avec un bon pronostic. Et quand on compare les sujets jeunes aux sujets plus âgés, alors vous pouvez me croire sur parole, ça c'est les sujets jeunes, ça c'est les sujets âgés, eh bien, le score de handicap qu'on utilise, c'est le score de Rankine. Plus le score de Rankine est bas, plus on est autonome, plus le score de Rankine est élevé, moins on est. Mais on se rend compte que les sujets jeunes, ils ont un Rankine beaucoup plus bas, proportionnellement par rapport aux sujets plus âgés, donc le pronostic est meilleur quand on donne un traitement pour déboucher les artères chez le sujet jeune par rapport au sujet plus âgé. Quel est le pronostic chez le jeune? Il est meilleur chez le jeune, mais par contre, il reste bien souvent des séquelles non visibles. C'est pas parce qu'on a recouvré finalement la marche qu'on n'a pas des séquelles très invalidantes. Et quand je dis séquelles très invalidantes, ça peut être l'anxiété, la dépression, on a un psychiatre parmi nous qui évoquera peut-être la problématique, mais aussi des séquelles telles que des séquelles cognitives, des difficultés de concentration,
C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas s'il y a des patients qui ont fait un AVC dans la salle, mais pour eux c'était très difficile d'écouter mon topo en même temps qu'on va leur poser une question, en même temps que d'autres personnes vont parler. Ça c'est affreux pour quelqu'un qui a fait un AVC. Et pourtant ça ne se voit pas, ils sont assis peut-être ici parmi nous, et personne ne peut savoir qu'ils ont fait un AVC, mais pour eux, rien que cette présentation-là peut être très compliquée. Et c'est ce qu'on appelle les séquelles non visibles. D'accord? Et c'est extrêmement invalidant, parce que quand on a des difficultés de concentration, c'est très difficile de reprendre un travail. C'est très difficile pour une famille aussi parfois de comprendre, mais tu as repris la marche, pourquoi tu te plains? Mais en fait, rien qu'un repas de famille, ça peut être l'enfer. D'accord? Et donc ça, c'est extrêmement compliqué, et c'est aussi pour ça que l'aspect neuropsychologique est extrêmement important après un AVC, pour la reprise de la conduite automobile, pour la reprise d'une vie normale, pour la reprise du travail. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on remarche, c'est pas parce qu'on reparle qu'on n'a pas de séquelles neurologiques ou neuropsychologiques extrêmement invalidantes dans le quotidien. Alors le risque de récidive chez le sujet jeune est plus important si on n'a pas retrouvé de cause, d'accord? Par contre, si effectivement tous les facteurs de risque sont gérés et l'aspirine poursuivie, parce que c'est le traitement de prévention secondaire, généralement ça se passe plutôt. J'en terminerai avec le retentissement socio-économique, parce que la particularité d'AVC du sujet jeune, souvent c'est des personnes qui étaient en train de travailler au moment de leur AVC, ou vous êtes en train de faire leurs études. Donc effectivement, tout s'arrête. Effectivement, tout s'arrête, quel que soit l'âge du patient qui a un AVC. Mais chez le sujet jeune, il avait normalement toute la vie devant lui, et il était en train de faire ses études, il était dans sa vie sociale, professionnelle. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors il faut savoir que 2 tiers d'entre eux reprennent le travail à 1 an. D'accord. Seulement 20% à temps plein, alors que 75% travaillaient à temps plein avant l'AVC. 1 tiers des patients jeunes ont repris le travail 8 ans après l'AVC. On sait que la rapidité de la marche est un facteur prédicteur de reprise du travail. C'est sûr que si on ne peut pas marcher, c'est compliqué, effectivement, de se rendre sur son lieu de travail. Cela dit, il n'y a pas que la marche, il y a toutes les séquelles cognitives qu'il faut prendre en compte. Le retour du travail augmente avec le temps, et effectivement, si on n'a pas de trouble cognitif, la probabilité de reprendre le travail est quand même beaucoup plus forte. Et je termine par cette diapositive, donc pour vous dire en synthèse que l'AVC du jeune, ça représente 10%, vous l'avez dit, de la totalité des AVC. Les symptômes peuvent être parfois atypiques. Il faut rechercher le bilan, enfin, il faut rechercher toutes les causes et penser aux drogues. Il ne faut pas hésiter à poser la question de la consommation. Les traitements sont efficaces, mais malheureusement, ces sujets-là sont acheminés de façon retardée. D'où l'intérêt d'informer le grand public, d'informer les différents partenaires pour connaître les signes et symptômes et la conduite à venir, et ne pas négliger le fait qu'un jeune peut lui aussi faire un AVC, ce n'est pas exclu. Et il faut penser surtout aux séquelles invisibles, qui parfois peuvent empêcher ou entraver la reprise du travail. D'accord, je vous remercie. S'il y a des questions, c'est pas grave. Oui, je vous demande. Alors, c'est la spécificité de l'AVC de l'œil. Est-ce que vous avez des réponses à ça? Comment ça se passe après? Alors, est-ce que vous voulez, vous faites l'AVC de l'œil, vous voulez dire l'occlusion de l'artère centrale de la rétine, donc voilà, ou alors l'AVC occipital qui est dans les trucs de l'artère. C'est les mêmes causes que l'AVC en général, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un rétrécissement d'une artère carotide et un caillot part directement de la carotide dans l'artère qui va dans l'œil. Donc dans ces cas-là, ça peut être une indication d'opérer cette carotide pour éviter la récidive. Ça peut aussi être un caillot qui part du cœur. D'accord. Les causes sont exactement les mêmes que quand le caillot va au cerveau, puisque l'artère ophtalmique est une artère qui part de l'artère carotide. Donc soit le caillot peut se rendre dans le cerveau, soit il peut se rendre dans l'œil. Donc il n'y a pas de spécificité quant aux causes ou au traitement à proposer aux patients. Et pour la reprise du travail, vous avez une notion que c'est la même chose? Parce que là, c'est pas un problème. Là, le cerveau n'est pas atteint. Oui, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez, ça dépend un petit peu comment le patient se sent. Il n'y a pas de... Et c'est surtout pour la reprise de la conduite automobile que ça peut être gênant, d'accord. Il y a des patients effectivement qui reprennent la conduite automobile après avoir vu le médecin agréé, effectivement.
Mais il n'y a pas de séquelles cognitives, par contre, c'est invalidant, effectivement, de ne plus voir d'un œil, malheureusement. Et la récupération, souvent, est assez péjorative. C'est-à-dire qu'on récupère très vite ou on ne récupère pas quand on a une occlusion artère centrale de la rétine. C'est pro. Il n'y a pas de rééducation, c'est spécifique. Vous parlez de très vite, c'est quel délai? Très vite. C'est en termes de journée. D'accord. C'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance, même s'il n'y a pas de consensus pour les occlusions de l'artère centrale de la rétine, à leur proposer le même traitement que si une artère cérébrale était touchée, autrement dit, thrombolyse, d'accord, aujourd'hui, ou aller chercher le caillot, mais c'est une artère de très petit calibre, donc c'est souvent très difficile à réaliser. Oui, exactement. Oui. J'ai deux questions et une remarque. Alors, la première question, vous avez dit que 75% des AVC, j'ai 65 ans, Oui. 10% pour les inférieurs à 55 ans, et donc ça veut dire qu'il y a 15% pour les 55-65. Oui, alors le 55 ans, je vous ai dit, c'est un peu arbitraire. Selon les études, c'est 55 ou 50 ou 40. Donc effectivement, 10% sont très jeunes, d'accord, et entre 15% sont entre jeunes et moins jeunes. Voilà. Deuxième question, donc je connaissais votre étude sur la liaison donc, entre le tétrahydrocannabinol et l'AVC, mais j'ai vu aussi il n'y a pas très longtemps, donc, en particulier à Strasbourg, qui est connu, semble-t-il, pour être une ville plutôt polluée, donc il y aurait un lien entre la pollution, je ne sais pas de quel type, et l'AVC aussi, du coup, Je sais que c'est très à la mode, moi ça me laisse très perplexe, je vous l'avoue, très sincèrement. Effectivement, il y a aussi une étude qui a été faite au sein du registre des AVC dijonnais, qui a démontré effectivement le rôle potentiel de la pollution sur le risque d'AVC, comme authentique facteur de risque. Oui. Et c'est très difficile à authentifier. D'accord. Et à identifier quel polluant en particulier J'avoue que ça c'est vraiment sincèrement pas du tout mon domaine, parce que c'est vrai qu'étant perplexe, j'avais un tout petit peu du mal, mais effectivement, c'était le docteur Price qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Et l'équipe de Dijon a démontré aussi qu'il y aurait peut-être un lien. Après, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu de molécule identifiée, mais la pollution pourrait être un facteur de risque, effectivement, pas un facteur causal, mais un facteur de risque d'infarctus cérébral. Et puis j'avais donc une requête, comme je le dis, c'est qu'en parlant avec les professionnels de la protection civile qui sont dans cette salle, ils me disaient donc que eux-mêmes ont une formation, même si elle n'est pas très importante, sur les signes de reconnaissance de l'AVC, que eux prenaient toutes les mesures pour acheminer les patients dans les temps vers les centres de neurologie, mais que aux urgences, vous voyez, que souvent, lorsqu'on arrive aux urgences ou dans un service X ou Y, eh bien, on parote, sur son brancard. C'est une excellente remarque. C'est vrai que c'est une. Je suis aussi responsable d'une association et c'est une question qui nous taraude. Oui. Alors moi, ça me taraudait dès le départ. C'est pour ça qu'à Strasbourg, c'est pas du tout comme ça. Le modèle qu'on a inventé, en tout cas qu'on a développé, c'est que le patient ne passe pas par les urgences. C'est-à-dire qu'il arrive directement à l'IRM sans passer par les urgences et qu'il est directement par le neurologue, sous réserve qu'il soit dans les délais d'éligibilité à un traitement de recardinalisation. Ça veut dire qu'il vienne très tôt. Le patient fait des symptômes, il appelle le 15, il va directement à l'IRM sans passer par les urgences. Il est vu par un senior neurologue, par une infirmière de mon service. Et si le traitement est à donner, on le donne tout de suite à l'IRM. Malheureusement, pour tous les patients qui sont hors délai, et vous avez vu, le délai est très court, 4h30 pour la thrombolyse et 6h pour la thrombectomie mécanique. Pour les patients qui sont au-delà de ces délais, malheureusement, eux, ils vont passer par les urgences. Et ils vont attendre sur des pancartes, oui, parce qu'il n'y a pas de traitement curatif. Mais, pardon ? Pas forcément, parce que, enfin, je sais pas, on peut, après 7 heures, il peut y avoir une prise en charge rapide des urgences. Oui, non, mais je ne remets pas du tout en cause la prise en charge des urgences. Ce que je dis, c'est que quand vous avez 10, 20 patients qui arrivent en même temps, c'est difficile de s'occuper des 10 ou 20 patients en même temps, quand on est un ou deux médecins. C'est pour ça que nous, notre schéma que nous avons décidé de mettre en place, c'est
d'éviter ce passage par les urgences parce que chaque minute compte. Après, chaque établissement, finalement, prend la décision en fonction de ses contraintes locales, d'accord, et en fonction de la possibilité d'avoir une garde, de l'astreinte. Et vous savez qu'en ce moment, pour vous dire, dans nos services, on devrait être 11,5, on est 5 aujourd'hui. Voilà, et on évite la fermeture des lits. Mais après, on ne peut pas se cloner encore, malheureusement. Et vous savez qu'aujourd'hui, les urgences, c'est très compliqué, il y a des heures d'attente, et c'est très très compliqué. Donc pour ces patients-là, en tout cas, ça fait 20 ans, puisque chez nous, l'unité neurovasculaire a 20 ans cette année, qu'on ne passe pas par les urgences, quand on est dans un délai qui permet de donner un traitement rapide. Voilà. J'ai une question. Après un AVC, on peut avoir plusieurs séquelles. Et est-ce que dans la mise en place des soins, est-ce qu'il y a peut-être quand même une priorité sur la motricité ou par rapport justement à des séquelles cognitives? Parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on va déjà parler à la marche, peut-être en priorité. J'ai la chance d'avoir mon orthophoniste dans la salle. Tu veux venir dire un petit mot? Bien, Rachel. Elle est piégée parce que ça n'est pas j'ai eu Rachel, qui est orthophonie dans le service, elle va vous dire un petit peu si on priorise que la motricité. Comment ça se passe, quoi? Parce qu'on le vit, on ne sait pas trop. On a l'impression qu'on vit soi-même. Peut-être ça vient de là aussi. Est-ce qu'il y a un protocole quand même de prise en charge un peu classique, en prenant en priorité des soins pour telle et telle séquelle? Je sais pas, c'est une question. Du coup, nous, quand il y a des patients qui arrivent dans le service, qui ont des signes de difficulté de parole, difficulté pour avaler, il va y avoir en systématique un bilan orthophonique. Comme les patients qui ont des troubles moteurs, il va y avoir un bilan kiné. Et donc ça, c'est selon quand les patients arrivent dans le service, mais du coup, ils sont vus rapidement. Ensuite, il y a une prise en charge qui commence déjà dès l'hospitalisation. Mais donc c'est détecté en parallèle. Oui, oui, c'est ça. Sur le neuropsychologie, donc tous les patients sont évalués dès lors qu'ils ont des séquelles cognitives par le neuropsychologue. Pour la détection par l'orthophoniste, et ça va être du langage ou articulatoire par l'orthophoniste. Le kiné ou l'ergothérapeute, ou les deux verront tous les patients qui ont un trouble moteur. Il y a une synthèse par l'interne d'éducation au sein du service. Donc il y a ces protocoles. J'ai vu une main qui se lève. Donc, je vais juste rebondir à ce que vous disiez. Alors, j'ai fait un AVC, j'ai été pris en charge à Colmar, à Pasteur. Et en fait, que ce soit des séances d'orthophonie ou de marche, enfin pour la rééducation de marche ou autre, je pense qu'il y a des choses aussi qui ne peuvent pas forcément être détectées lors de l'hospitalisation. C'était mon cas. Voilà, aucune séquelle physique. Sauf que, en rentrant chez moi, quand j'ai voulu un article de journal, j'ai lu la première phrase, déjà j'ai pas compris ce que j'ai lu. La deuxième phrase, je suis pas arrivée à la fin, j'ai dû reprendre le début. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à lire, ou la concentration. Et donc c'est là aussi où j'en ai parlé à mon médecin traitant, tout simplement, en disant écoutez, je pense que j'ai un souci, mais je ne comprenais pas pourquoi, et où se situait le souci. Et en fait, elle me disait, oui, effectivement, je vais vous envoyer voir une orthophoniste, vous aurez besoin de séances d'orthophonie. Je dis, mais pourquoi on n'a pas vu avant? Parce que c'était quand même déjà un mois après l'AVC, quoi. Donc en un mois, il y a quand même des choses qui se sont peut-être installées aussi. Voilà, maintenant on passe aux séances d'orthophonie, voilà, j'ai retrouvé l'aisance. Malgré tout, au niveau de la concentration et de la mémoire, j'ai gardé des séquelles, encore aujourd'hui. Mais juste pour vous dire, il y a aussi des choses qui peuvent encore être détectées par la suite. Après, si vous voulez, au premier blanc, ce qui va finalement frapper le patient, son entourage, c'est l'aspect moteur. Et la séquelle cognitive va peut-être aussi surgir au deuxième plan dès lors que la motricité sera récupérée. Et c'est pour ça qu'il y a des consultations post-AVC. C'est-à-dire que nous, nos patients, ils ont tous un rendez-vous quand ils sortent du service, pour qu'on puisse refaire le point. Et c'est pour ça qu'on a un protocole aussi d'éducation thérapeutique dans le service, où les patients peuvent intégrer ce programme d'éducation, où ils peuvent participer à un atelier sur l'aphasie, un atelier sur les séquelles cognitives, un atelier sur les facteurs de risque. Parce que quand on fait un AVC, vous savez, on est en état de sidération.
C'est comme si on vous avait rien dit pendant l'hospitalisation. Et combien de fois j'ai repris les internes en disant mais comment ça, t'as pas expliqué aux patients? Parce que quand ils reviennent me voir en consultation, ils me disent on m'a rien expliqué. Sauf que quand on fait un AVC, c'est extrêmement brutal. On est en état de sidération. On peut vous dire tout ce que vous voulez, vous n'allez pas le retenir. Et c'est normal, même si on vous a expliqué les choses, même si on a pris du temps, et sans doute souvent on n'en prend pas assez, malheureusement. Mais en tout cas, c'est pour ça que la pension post-AVC, elle est faite pour ça. Le programme d'éducation thérapeutique, il est fait pour ça, pour à distance pouvoir reposer des questions qui sont en suspens, réaborder des sujets, reprise du travail, séquelles cognitives, voir avec les dents, avec la famille. Voilà. Ok. Et voilà, c'était le centre de ma question aussi, ça me rassure parce qu'on a reçu des séquelles qui viennent même plus tard. Oui, soit qui sont déjà là mais dont on ne se rend pas compte, soit effectivement, oui tout à fait. D'où l'intérêt d'avoir un suivi. J'en ai une autre question. Donc après un AVC, soit on est sous anticoagulant ou d'autres traitements, peu importe, comment prévenir d'un autre AVC? Parce qu'il y a des personnes qui ont fait un premier AVC qui malgré tout ont un traitement pour éviter un potentiel deuxième, et pourtant ce deuxième, malheureusement, il vient. Alors vous l'expliquez comment? Qu'il y a un deuxième AVC malgré qu'il y ait, je veux dire, un... Tout dépend de la cause sous-jacente, tout dépend des facteurs de risque sous-jacents. Donc nous, on peut agir sur les facteurs de risque, l'hypertension qu'on a détectée tout à l'heure et donc il faut la traiter. Et on sait que les patients hypertendus sont souvent très mal traités. Après un AVC, l'objectif c'est d'être en dessous de 130 sur 80. C'est extrêmement important. C'est le premier facteur de risque d'AVC. Si on fume et qu'on continue de fumer, oui, la probabilité de faire des complications, elle est forte. Si on est diabétique et que le diabète n'est pas bien équilibré, oui, c'est embêtant. Et si on se rajoute ces facteurs de risque à celui qui est l'âge, sur celui, on ne peut rien faire sur l'âge, d'accord? Mais l'âge, forcément, c'est un facteur de risque d'AVC. On n'arrête pas de fumer, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, on ne bouge pas, on a du diabète, du cholestérol. Ben oui, là, on a un risque. Mais parfois, on a d'autres causes, ça peut être cardio-embolique, et malheureusement, la pathologie cardiaque, elle est toujours là, donc ça peut être les anticoagulants. Mais malgré tous les traitements dont on dispose, il n'y a pas de risque zéro. Mais la probabilité de refaire un AVC, si tous les facteurs de risque sont gérés, si les traitements fluidifiants sont bien pris, elle est quand même très limitée par rapport aux patients qui ne prendront pas toutes ces précautions. Moi, je peux faire deux questions. Comme ça, on donne la parole au docteur Willem. Et puis, vous pouvez la garder le temps juste qu'il puisse. C'était juste. Allez-y. Le Covid, est-ce qu'on peut en parler? Parce que les médecins, souvent, l'excluent, d'autres ne se prononcent pas. Est-ce que les vaccins Covid peuvent accentuer la surveillance d'un AVC? Alors, c'est pas tant le vaccin. C'est pas tant le vaccin, mais le Covid en lui-même, nous on a rapporté quand même qu'il pouvait y avoir un lien entre le Covid, la Covid, et la survenue d'AVC, d'accord? On n'a pas de données sur le vaccin, si ce n'est sur certaines formes particulières que sont la thrombose veineuse cérébrale, mais c'est très à part, d'accord? Par contre, entre vaccin et AVC, non. Entre Covid et AVC, oui. Je passe la parole à mon collègue, le docteur Willem, qui est médecin vasculaire, et on travaille main dans la main avec un médecin vasculaire. J'avais la chance de travailler avec le docteur Olivier Rouillet, et maintenant j'espère un jour pouvoir travailler avec le docteur Willem. Avec plaisir, merci madame. Pour répondre également à votre question, monsieur, qui était tout à fait intéressante sur la pollution et le risque cardiovasculaire, en fait c'est le sujet de notre congrès annuel de la Société française de médecine vasculaire qui aura lieu justement à Dijon cette année au mois de septembre. Je suis membre dans le groupe de travail de façon de la Société française de médecine vasculaire et effectivement on a une session dédiée à cela justement. Je pense effectivement il y a plusieurs publications aussi qui peuvent sous-tendre ça, mais de manière générale, là on parlait de la décision pour qu'on en parle. Alors moi je suis très ennuyé parce qu'il y a une luminosité ambiante importante et on ne peut absolument pas fermer les volets. Et je voulais vous montrer quelques images de causes d'accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes. Alors on tente le coup. Voilà. On va essayer de voir. Voilà.
Donc on en a parlé, c'est une urgence, l'accident vasculaire cérébral. Je suis médecin vasculaire, on est en train de développer le parcours vasculaire au sein du groupe hospitalier de Célestat Aubernais. Parcours vasculaire qui a été initié par le professeur Nabil Chakri au CHU de Strasbourg en chirurgie vasculaire et qui est soutenu localement par le docteur Odile Dominique, qu'on aura le plaisir d'entendre tout à l'heure, et dont le but est effectivement le développement de l'approche vasculaire et favoriser entre autres l'accessibilité aux soins dans toute la pathologie vasculaire. Alors en tant que médecin vasculaire, notre outil diagnostique c'est surtout l'écho-doppler. L'écho-doppler ce sont des ultrasons qui sont utilisés par ce dauphin pour localiser des proies. Nous on va pouvoir voir les vaisseaux, mais on va également pouvoir voir le flux dans les vaisseaux. En médecine vasculaire, c'est très pratique parce que l'examen qu'on va faire sur les artères principales qui vont irriguer le cerveau et le cervelet, ce sont des artères qui sont juste sous la peau et au niveau du cou, donc plutôt facile d'accès. Et à droite, vous avez, on le voit très bien du tout. Alors que je devais dire le contraire, c'est très facile à voir. On voit bien cette bifurcation carotidienne avec un Doppler puissance, parce que la technologie ultrasonore s'est magnifiquement développée ces 25 dernières années. On a une chance remarquable, c'est de pouvoir voir les artères dans la tête, ce qu'on appelle l'écho-doppler pulsiculaire transcrânien, qui nous permet de voir les artères. On ne les voit pas très finement, donc les petits anévrismes, on ne les verra pas. Le jour où je partirai à la retraite, je pense qu'on les verra. Mais par contre, on arrive à approcher les flux, et on voit le sens de circulation aussi. Donc ça, c'est un point vraiment important. Moi, j'avais mis cette petite diapo sur les causes d'AVC. Alors, en fait, c'est une cause génétique, parce que les AVC, ça peut se retrouver très tôt dans la vie, notamment chez les enfants, et par une maladie génétique qui va déformer les globules rouges, et avoir tendance à épaissir un peu les artères dans le cerveau, mais également faire des caillots en distalité dans le cerveau. Et pourquoi j'ai mis cette dia? Parce que c'est toute la place du médecin vasculaire de faire un écho-doppler, justement, donc de manière totalement inoffensive et indolore, de voir le flux dans les vaisseaux au niveau de la tête. Et donc, ça permet de participer à la décision thérapeutique avec nos collègues chez ces jeunes patients. Une autre pathologie, alors la pathologie fréquente, le professeur Wolf en a déjà parlé, c'est la dissection. Alors, il ne faut pas confondre dissection comme on le voit dans les journaux, où en fait c'est un clivage de la paroi vasculaire. Alors la paroi vasculaire c'est un sandwich, ça a 3 couches, et la couche interne peut se déchirer, donc la couche qui est au contact de l'écoulement sanguin peut se déchirer, et puis il y a un flux sanguin qui arrive à s'engouffrer ensuite dans la paroi vasculaire et qui peut même quelquefois ressortir derrière. Alors cette forme-là, on la voit plutôt au niveau de l'artère du ventre, ou du thorax, dans les dissections, au niveau de l'aorte, mais également sur les artères que nous on dit viscérales, qui vont irriguer les organes. Et si là on a cette forme, mais malheureusement on voit très mal, en bas c'est une artère rénale chez une jeune fille qui a fait un accident de la route et qui a déchiré sa portion interne, sa paroi interne de l'artère pour subir une dissection. Et malheureusement, on ne voit pas très bien ici. Alors que la forme au niveau des artères du cou, cette forme est plutôt le développement, comme l'a déjà dit le professeur Wolf, d'un hématome dans la paroi. Et cet hématome de la paroi va élargir globalement l'axe artériel, mais également va pouvoir comprimer le flux sanguin circulant. Donc là, on a cette représentation en coupe. On peut voir l'hématome, je vous demande de croire juste en dessous. Et alors là, vous ne le voyez pas du tout. C'est dommage parce qu'on voit très bien en écho-doppler, mais juste un peu, une pièce un peu plus sombre. Alors l'avantage de l'écho-doppler, là vous le voyez en bas, c'est qu'on peut mesurer la vitesse du flux, et là en l'occurrence, il y avait une compression sur le flux circulant et un effet de sténose. Donc là c'est pareil, ce que vous voyez en couleur, c'est le flux qui passe, et en dessous en noir, c'est l'hématome.
tout le monde le croit. Et autre artère qu'on a au niveau du cou, c'est l'artère vertébrale, où là on a une magnifique boucle vidéo, malheureusement. Voilà. Une autre pathologie, c'est la communication entre le cœur droit et le cœur gauche, persistante chez l'adulte, ce qu'on appelle le foramen ovale, perméable durant le cri fœtal. On a cette communication qui va se fermer à l'âge de 3-4 ans, mais 30% de la population a toujours la possibilité d'avoir ce passage. Alors, ce n'est pas un trou au niveau des oreillettes, c'est simplement une valve et qui peut, dans certaines circonstances, laisser passer des caillots du côté droit du cœur qui va recevoir le sang vers le côté gauche et l'envoyer ensuite au niveau de la circulation artérielle. Et une des premières branches de la circulation artérielle, c'est les carotides. Alors les cardiologues ont des systèmes tout à fait ingénieux où on va pouvoir faire des échographies tout au contact du cœur. Alors, c'est pas très agréable, on va faire une échographie transœsophagène et ça permet effectivement en injectant des bulles au niveau des veines périphériques, de voir le passage des bulles du cœur droit au cœur gauche, en demandant aux patients de pousser pour augmenter les pressions du côté droit. Et récemment, à Célestat, on a fait un Doppler transcrânien en même temps, et effectivement, on voit chez ce patient, vous voyez les petits pics blancs au-dessus, sur la ligne du haut, c'est le passage des bulles, et on lui demande ensuite au patient de pousser. Et là, on a un passage massif de bulles du cœur droit et du cœur gauche qui remonte ensuite dans la circulation artérielle. Et là, on l'attrape au niveau de l'autoroute du cerveau qui est l'artère cérébrale moyenne. Alors là, on ne le verra pas, c'est un web carotidien. C'est un petit repli qu'on a, ça fait une image en mélange de requin, alors on voit très bien le nombre de requins là-haut. Et malheureusement, pour ce patient, il y avait ce... Mais oui, mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Et il y a un petit caillou qui s'est greffé sur ce web carotidien, et juste à droite. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus chez ce patient. Autre pathologie, un anévrisme de l'artère carotide extracrânienne. En fait, c'était pas trop pour parler de cette pathologie-là, mais surtout pour vous montrer en haut à droite le caillou qui flotte dans le vaisseau. Donc là, vous voyez, ça bouge, et en bas, avec les systèmes de nerfs, vous voyez également ce caillou. Ouais, je peux passer. Alors, malheureusement, de plus en plus, on voit chez des sujets jeunes des plaques de cholestérol. Donc, les sujets jeunes, 45 ans, moins de 50 ans, ce ne sont pas des grosses plaques de cholestérol au niveau des carotides. Donc là, on rejoint la pathologie axonomatique du sujet plus âgé. Mais par contre, dans un contexte de déséquilibre de facteurs vasculaires, et notamment d'alimentation aberrante, d'hydratation aberrante, de fumer n'importe quoi. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un risque évolutif sur ces plaques qui est important, et ces plaques vont pouvoir s'ulcérer et se cratériser, et là-dessus, le risque naturel va se greffer, qui est un véritable caillou. Là, je vous présente le cas d'un thrombus chez un jeune patient qui a déjà une plaque axonomatique, qui ne pose pas trop de problème de rétrécissement, et de ce caillou qui flotte à ce niveau-là. Ce patient avait fait un AVC. Et la suivante, pour vous montrer que ces caillots, on peut également les voir chez les patients qui consomment des toxiques, donc sur toutes les drogues. Et effectivement, lorsqu'on parle d'AVC, on dit ah oui, il va faire un caillot au sang, mais c'est pas qu'une image, c'est une réalité. Et là, on le voit. Voilà. Avec des images, on n'a pas pu le voir. Merci beaucoup parce que vous avez bien respecté quasiment le temps. Vous avez un peu de retard, c'est
des troubles néphrophytes au niveau vasculaire. Alors on développe ça sur les deux sites, Célestat et Auvergne. Et donc on a des correspondants qui viennent du siège de Strasbourg, mais également locaux, et les différents spécialistes on développe ça. Et on est au début, c'est vraiment tout au début. Alors, il y a des schémas d'organisation des soins qui sont bien établis. Effectivement, nous, on est sur la pathologie vasculaire périphérique. Donc, c'est pour les artères vasculaires. En quelques jours, je suis animatrice de filière pour l'AMS et je suis chargée d'organiser la filière pour en charge des AVC alsaciens, y compris dans le Haut-Rhin, y compris à Célestat, parce que vous avez un HLHT à cheval. Et donc, j'ai mis en place une télé-AVC avec Avignon, Bissau et Saverne. Et mon prochain faire du bataille, ça sera Célestat. Donc j'étais en lien avec les collègues de Célestat pas plus tard que cette semaine. Et l'objectif, c'est de développer une télé-AVC avec Célestat comme la Toulouse. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, du coup, il y a l'H24. C'est le moyen d'avoir l'H24. Et donc les patients de Célestat auront accès à l'H24. Juste avant de passer au visionnaire du court-métrage qui est publié dans le programme, je vais laisser la parole. Alors, je ne veux pas écorcher son nom, à Madame Virginie Achage, pour un témoignage, parce qu'elle a été également victime d'un AVC. Donc oui, je m'appelle Virginie Achage, et j'ai été victime d'un AVC à l'âge de 37 ans. À l'époque, j'avais deux petits garçons de 3 ans, de jumeaux. Et voilà, donc je vais parler un petit peu de ce que j'ai vécu. Donc moi personnellement, j'avais plusieurs facteurs de risque qui ont été découverts plus tard, dont le fameux FOP, donc foramen ovale perméable. Et lors de l'échographie transœsophagienne qu'on avait faite, on avait bien vu que mon FOP en fait était tout le temps ouvert. En fait, il se fermait même plus, le clapet se fermait plus du tout. Et donc voilà, donc on a conseillé de le refermer, chose que j'ai faite afin de limiter les facteurs de risque pour faire une récidive. Ensuite, il y a aussi un autre facteur de risque dont on n'a pas parlé, c'est les pilules œstroprogestatives chez les femmes, puisque là on parle de l'AVC chez les femmes, on se vient parler un tout petit peu. Donc voilà, ça fait partie des facteurs de risque. Maintenant, avec un seul facteur de risque, on ne fait pas l'AVC. Mais voilà, c'est vrai que du coup, ça peut faire partie des facteurs de risque. Donc, dès lors qu'on a fait un AVC jeune, souvent on enlève du coup les pilules œstroprogestatives et on passe à un autre moyen de contraception, tout simplement. Donc moi aussi j'étais dans le cas où, au retour à la maison, j'ai découvert des séquelles, puisqu'en fait je n'avais pas de séquelles physiques. Donc rentrant à la maison, j'avais pour habitude de lire l'histoire à mes enfants le soir, et j'étais incapable de lire en fait leur histoire, et je ne comprenais rien du tout à ce que je disais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, c'est vrai que au niveau de la lecture, j'avais difficulté, je ne savais pas si je voyais clair ou pas, et par la suite, on a découvert que j'avais comme séquelle d'AVC un quart de champ visuel en moins. Donc ça aussi, on a un petit peu parlé. Donc oui, il peut y avoir aussi, comme séquelle d'AVC, des pertes de champ visuel qui après sont invalidantes, surtout en ce qui concerne la conduite. Voilà. Ensuite, donc, en séquelles qui sont extrêmement invalidantes, parce qu'on a déjà parlé, donc la fatigabilité, à pas confondre, c'est des choses différentes. Les problèmes d'attention, les problèmes de concentration. Et quand on a tous ces facteurs-là, la conduite, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux, puisqu'on ne se rend pas compte quand on est normal. Mais quand on a tous ces séquelles-là, en fait, conduire, ça demande de tourner la tête, d'être très attentif à ce qui se passe derrière, tout ce qui se passe devant. On met le mode voiture, on doit bien changer les vitesses comme il faut. Voilà, donc ça aussi, c'est
c'est un petit peu les séquelles un petit peu difficiles que j'ai découvertes. J'étais passée effectivement à cette époque-là devant le médecin conseil, puisqu'on m'avait bien informé que je devais passer devant le médecin conseil. Le médecin conseil, comme il a vu que je parlais bien et qu'il a vu que j'avais marché sur la ligne, alors j'ai marché sur la ligne, il m'a dit mettez le doigt sur le nez, c'est bon, vous avez votre permis. Voilà, donc maintenant il y a une autre prise en charge aussi qui est faite par l'UGCAM concernant la conduite. Donc il me semble qu'il y a un service qui est dédié maintenant pour la reprise de la conduite. Et donc voilà, maintenant on fait plus de tests et on prend aussi en compte le bilan neuropsychologique qui est fait donc, à l'hôpital. Aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup sauvé, c'était à l'époque la rencontre de l'association France AVC 67, qui est l'association d'aide aux victimes d'AVC. Aujourd'hui, je fais partie intégrante de cette association. Et tous les jours, nous rencontrons des jeunes adultes qui sont dans une situation où ils ne peuvent plus retrouver leur travail précédent et qui du coup se posent beaucoup de questions sur leur avenir professionnel. Soit on aménage un poste, est-ce qu'il faut aménager un poste, est-ce qu'il faut faire une formation pour faire une nouvelle carrière. Là aussi, des choses sont mises en place, dont une unité qui se trouve à Mulhouse et qui s'appelle, comment ça dit, Connect, oui. Oui, mais pas que, il y a Connect et il y a le centre de réadaptation. Voilà, l'UEROS. Merci beaucoup, c'est ça que je cherchais. Voilà. Il y a aussi l'UEROS, du coup, qui se trouve à Mulhouse et qui permet aux victimes de lésions cérébrales, donc aussi bien d'AVC que de trauma crânien, d'être dans une structure adaptée pour refaire un projet de vie. Voilà. Merci pour votre écoute.